Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci, donc on va écouter la première histoire. Bonjour, bonsoir à toute la communauté d'IMJ. Ça dépendra à l'heure à laquelle les personnes vont écouter cette histoire. Bon, moi, je suis un jeune Ivoirien et j'aimerais partager votre histoire. Mais avant de commencer cette histoire, je tiens à signaler que je suis une personne beaucoup religieuse, une personne attachée véritablement à Dieu, vu que depuis ma naissance, j'ai grandi dans une famille chrétienne et tout, papa qui prie, maman qui prie, un truc comme ça. Et ben, c'est comme ça, au fil des années, j'ai développé ma foi en Dieu et j'ai véritablement changé pratiquement tout ce qui était comme mauvais comportement, comme ce que le dit souvent la Bible, les choses qui appartiennent au monde, je n'étais pas trop là-dedans. Et c'est comme cela que, au fil du temps, avec le fait que ma foi grandissait, j'ai commencé à développer plusieurs qualités en ce qui est de certains dons spirituels comme la clairvoyance, la clairaudience et pas mal l'intuition, etc., etc. Et c'est comme ça, un jour, j'ai commencé à entendre des voix. Au début, je me suis dit que bon, c'était la folie ou bien un truc comme ça. Mais sachant que j'étais déjà beaucoup ancré dans la spiritualité, vu qu'on ne peut pas parler de foi sans avoir un petit peu de spiritualité en soi. Bon, je savais que c'était une orientation spirituelle. Donc, c'est comme ça, il y a une voix qui me parle à chaque fois pour m'indiquer ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Et dans les débuts, en toute franchise, moi, je n'écoutais pas cette voix-là parce que je me disais que bon, je ne peux pas me laisser conduire par quelque chose que je ne vois pas et que je ne connais pas. Mais j'entendais clairement la voix me parler et c'était fréquent. À chaque fois que je dois faire quelque chose, la voix me dit fais ceci, fais cela. Et j'ai remarqué avec le temps que lorsque je désobéissais à cette voix-là, il y avait beaucoup de mauvaises choses qui arrivaient et qui se produisaient dans ma vie. Et après, je regrettais les actions que j'avais faites. Et c'est comme cela a duré pendant des années jusqu'à ce que j'atteigne mes 18 ans. Et lorsque j'atteins mes 18 ans, pendant toutes ces années précédentes, au cours de toutes ces années précédentes du moins, j'avais nourri une amitié avec une fille. Et nous avons vu que nous étions dans la même salle, nous avons fréquenté longtemps, notre amitié a considérablement augmenté et ça s'est amplifié. Et ses parents me connaissaient comme son meilleur ami et elle aussi, mes parents la connaissaient comme ma meilleure amie et on était comme ça, on était devenus comme une histoire de frères et sœurs même. Donc c'est comme ça, un jour, ma camarade épée sa mère que moi-même je connaissais. Donc je décide d'aller lui rendre visite pour histoire de genre montrer le bon exemple, vu que je suis son ami, je dois être là pour la soutenir, vu que moi j'étais dans une autre ville après avoir déménagé de la précédente. Donc elle m'appelle, elle me dit que ah tu dois être là, que voici voilà. Je dis ok, il n'y a pas de souci, je viendrai. Et c'était un vendredi qu'elle m'avait dit cela. Donc le vendredi soir, je me suis mise à réfléchir. Et comme je l'avais déjà dit, j'étais quelqu'un, je priais, j'étais vraiment attaché à mon Dieu. Et là, je prends ma Bible et je commence à méditer dessus. Je médite. Après, bon, une envie de sommeil me prend et je m'allonge, je me repose. À mon réveil, il y a cette voix-là qui me parle encore et qui me dit, n'y va pas.
Si tu t'en vas, tu ne vas pas te retourner. Tu vas perdre la vie en chemin ou au retour. Ce qui est sûr, tu vas perdre la vie. Tu dois rester, tu ne dois pas y aller. Donc moi, j'étais là et puis je me suis mis à parler seul dans la maison parce que j'entendais cette voix. Bon, moi, je voulais répondre à cette voix-là. Donc je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que je ne devrais pas y aller? Car c'est ma meilleure amie, je ne peux pas lui faire ça. Après tout ce qu'on a traversé, toutes les histoires que nous avons passées ensemble, je ne peux pas la laisser à un moment triste de sa vie. Donc c'est comme ça, la voix me répète que si tu t'en vas, tu vas rester, tu vas perdre la vie. Et là, ça a commencé à vraiment me faire peur parce que ça a commencé à répéter cela en boucle. Tu vas perdre la vie si tu t'en vas. Tu ne dois pas y aller. Tu ne dois pas y aller. Tu dois perdre la vie si tu t'en vas. Et puis il me dit, mais comment est-ce que cela va se produire? Et cette voix me dit, il y avait une ville qui séparait la ville où je devais me rendre et il y avait une autre, voilà, et la ville où moi je suis. Donc la voix me dit que à cet endroit-là, à 15h45, il y aura un accident et tu serais le troisième. Ah! Donc là, tiens, il fait comment? De partir ou bien de pas partir? Ah, là, c'est une histoire de vie. Hein. Donc, en étant assis, j'ai eu comme une vision. C'est comme si la voix m'a fait voir ce qui allait se passer le lendemain. Donc, lorsque j'ai vu ça, j'ai eu la chair de poule. Je me suis vu, j'étais allongé sans vie. Et la voiture c'était complètement broyé même. Donc, là, j'ai eu tellement peur que je me suis ressaisi, je me suis assis dans le coin et puis, bon, j'ai réfléchi à tout cela et puis, bon, j'ai décidé pour une fois d'écouter ce que la voix me disait. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Je reste dans la maison et je prends mon téléphone, j'appelle ma camarade et je lui dis que, je ne pourrai pas venir parce que j'ai un empêchement, j'ai inventé un truc comme ça pour ne pas y aller parce que bon, voilà, après ce que je venais d'entendre, je ne pouvais pas lui dire non, voici, voilà, un truc comme ça. Il y a les gens qui ne sont pas grands dans la foi. Elle peut prendre cela comme peut-être une foutaise comme cela. Donc, moi, j'ai juste dit que j'étais un peu occupé, que je ne pourrais pas venir. Et puis, elle a compris, elle a dit d'accord, il n'y a pas de souci, mais je lui ai promis de la rendre visite plus tard. Donc, la soirée est passée et bon, moi, j'ai commencé à m'entêter encore. En tout cas, j'étais vraiment têtu. Je me suis dit non, tiens, de toutes les manières, ça peut être quelque chose comme ça, qui m'a parlé comme ça, mais bon, c'est pas sûr que cela arrive. Donc, moi, j'avais 2000 francs dans ma main. Je voulais prendre cela pour faire mon transport. Et mystiquement, l'argent là, c'est éparpillé. Genre, une personne vient me demander, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent, c'est très urgent. Voici, voilà, s'il y a bien juste 500 francs pour faire un rechargement pour appeler quelqu'un, c'est très urgent. Donc, vu que moi, j'étais une personne aussi, bon, j'aimais aider les gens, je donnais sans me rendre compte, tout mon transport est terminé. Donc là, j'ai fini par rester à la maison et je n'ai pas pu y aller. Le lendemain, je me réveille, je prends mon téléphone et qu'est-ce que je vois? Il y a une fille avec qui je causais à l'époque dans la ville où se trouvait ma camarade qui ne se connectait jamais sur WhatsApp. Donc elle s'est connectée et elle a fait un statut. Dans le statut, Seigneur Jésus, dans le statut je vois accident, exactement ce que m'a dit cette voix-là. Et qu'est-ce qui se passe là? Il y avait 2 morts, mais pas 3. Et c'est là maintenant que j'ai su que non, il y avait Dieu sur ma vie. Et c'est le conseil que moi j'aimerais donner aux personnes qui écoutent cette histoire. C'est que dans la vie, il faut toujours écouter lorsque Dieu te parle et que, ou bien lorsque tu veux faire quelque chose et tu entends une voix te dire non, ne la fais pas, ou fais ceci, ou fais cela. Il faut écouter cette voix. Car Dieu passe par tous les chemins pour nous épargner de différentes situations désastreuses. Merci bien, j'espère que je n'ai pas été assez long. Et bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG TV. L'histoire que je vais vous raconter
En tout cas, c'est mon propre vécu. C'est mon histoire. Ça s'est passé, je vais dire, de cela 6 à 7 ans. Voilà. À l'époque, j'étais en terminale. C'était sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré un homme sur Facebook. Voilà, on échangeait et tout. Et il m'a demandé mon numéro, que je lui ai bien sûr donné. Donc, je lui ai donné mon numéro. Ah, bon, on s'écrivait. En tout cas, il faut dire que tout se passait bien. Mais le gars était vraiment ping. Quand tu lui demandes l'argent, il va dire non, c'est rentré, c'est sorti. En tout cas, il avait une bonne position. C'était un directeur. Un directeur des collèges. Voilà. Lycée, collège, voilà. C'était un directeur. Et tout le temps, quand je demande l'argent, il va dire non, il faut qu'on se voie d'abord. Maintenant, on ne fait pas confiance aux femmes. C'est rentré ici, c'est sorti. Il va trouver une excuse. Ok, la fois. Donc, on était là, on causait bien, on s'appelait tout le temps. Et tout. Il va me dire maintenant, bon, où ça a commencé à dérailler un peu, il va me dire, ah, il faut qu'on se rencontre. On est là en cause comme ça, bon, on ne s'est jamais vu et tout. Je ne sais pas si tu es réel, si c'est toi, si c'est pas un homme, parce que faut dire que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'arnaques. Il a dit, ah, bon, moi, je suis là. Si tu veux me rencontrer, viens. Il était dans une autre ville. Bon, je prends un exemple. Moi, bon, supposons moi, je suis à Abidjan et lui, il est à Yamoussoukro. Voilà, c'est un truc comme ça. Et j'ai dit, ah bon, si tu veux me voir, viens. Qui cherche le pape va à Rome. Tu veux me voir, viens, moi, je suis là. Je t'ai dit où je suis, tout ça là. Il dit, non, bon, avec son emploi du temps, lui, il ne peut pas se déplacer. Il faille que moi, je vienne le voir là-bas. C'est pas possible. En tout cas, c'est pas possible. C'est ça seulement. Ça peut pas marcher. Il dit non, pourquoi? Il dit, ah, éducation que nous on a donné, quitter là, mais jusqu'à prendre cas, aller derrière garçon, non. Il peut pas. Et puis je dis quoi à mes parents d'abord? Il dit non, il faut que je dise à mes parents qu'il y a anniversaire d'une de mes copines. Je vais partir, rester avec elle, on va fêter l'anniversaire et le lendemain soir, je vais revenir. Il dit, moi-même là, je sors même pas, on me laisse même pas sortir. Je dis que même, il y a quelque chose que mon école organise, je vais aller fêter avec mes amis là. On me laisse même pas sortir jusqu'à je vais voyager pour aller fêter l'anniversaire. Ah, champion. C'est ce qui te dit là. Ça peut pas. Il dit non, et puis il invente, il cherche même des arguments même bien lourds là pour me donner. Il dit non, il peut pas. Il peut pas mentir à mes parents. Et puis d'abord même là, je te connais même pas. Je vais mentir à mes parents dessus quoi, pour dire que ah, je m'en vais. J'ai une de mes amies, elle entend des... Tout ça est mensonge, mais il m'en va puis il revient pas là. On me cherche où? Il dit non, il peut rien me faire. En tout cas, nos causeries là, ça a duré, je vais dire 6 mois. 6 à 7 mois par là. Tes causeries seulement, dès que tu demandes en net là, le gars va inventer lourd papo pour te donner. Il dit non, il peut pas. Lourd argument comme ça, il dit chargé pour te donner. Il peut pas, c'est rentré, c'est sorti là-bas, lui il sait pas si je suis réel, genre il n'a pas confiance, il faut qu'il me voie d'abord, que dès qu'il va me voir là, en tout cas tout ce que je veux, il va me donner, même si c'est combien je veux, il va me donner. Je dis, ah franchement, moi je peux pas venir. Et c'est là-bas ça a commencé à me déranger. Tout le temps, il va m'appeler. Tout le temps, et puis quand il appelle, c'est pour parler de ça. Il va chercher un argument pour me donner qu'il faut que moi, je trompe mes parents pour venir le rencontrer. J'ai dit, je peux pas. Franchement, je peux pas. Et bon, j'ai dit, ah, ça devenait genre comme un harcèlement. Commençait à me fatiguer. Je l'ai bloqué. Il a changé de numéro. Et puis, il a pris un autre numéro, il a commencé à m'appeler. Quand il a su que c'était lui encore, je l'ai bloqué. Il faut dire que le gars, c'était un bouddhiste. Et un jour, bon, c'est passé, hein, il n'appelait plus, c'est resté comme ça. Un jour, maintenant, en tout cas, je ne me sentais pas bien. J'avais un léger palu là qui me fatiguait.
Donc, j'ai pris mes médicaments et puis je me suis couchée. J'étais couchée à la cuisine. Et ce même jour, il y avait des gens qui étaient venus travailler pour nous à la maison, genre des menuisiers. Et ils étaient en train de travailler. Je me suis couchée. J'étais couchée à la cuisine là-bas. Je dormais pas. Il faut dire que je dormais pas. Mais genre, un léger sommeil, voilà. Genre, tu es parti, mais tu n'es pas encore parti. Tu es là. Un truc comme ça. Ton esprit est là. Il est en train de balader un peu. Tu vois. Donc, j'étais là. J'étais couchée comme ça. Donc, tout ce qui se passait autour de moi, j'entendais, je comprenais tout. Je dormais pas profondément. Je suis là, je suis couchée. Et j'avais croisé mes pieds. J'étais allongée, mais j'avais croisé mes pieds. J'avais mis l'un sur l'autre. J'étais croisée comme ça. Et je vois quelqu'un en train d'entrer. La personne avait porté, genre les boubous des chefs là, les pains traditionnels là. Il avait porté ça. C'est qu'on prend un pot comme ça, et puis les côtés là sont ouverts là. Voilà, il avait porté ça. Et puis il n'y avait rien en bas. C'était ça son il avait porté. La personne rentre. Quand il rentre, bien costaud, bien robuste là. Je n'ai pas bien vu son visage. Quand il rentre, il veut décaler mes pieds. Il veut, genre, séparer mes pieds, quoi. Et puis, je lutte, j'ai serré. Il lutte aussi, il veut décaler. Je lutte aussi, j'essaie. Je suis là, je prie en esprit là-bas comme ça. Seigneur, 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 aide-moi, Seigneur. Seigneur, aide-moi. J'étais là à invoquer le nom de Jésus maintenant, fort, fort maintenant. Il dit, lui aussi, il est là. Il lutte, il veut défaire mes pieds. Genre, pour avoir des rapports avec moi. Il a tout fait. Moi aussi, je ne laisse pas. Je suis là, dans mon cœur, je suis en train de prier. Il a tout fait quand il n'a pas pu. Quand il dit, pour ouvrir ma bouche, il dit, tout mon côté est venu comme ça, même pour parler. Il dit, pour ouvrir ma bouche comme ça, je n'arrivais pas. Oh, tout ce qui se passe autour de moi, j'entends les menuisiers là sont en train de discuter, rire, j'entends tout. Et je n'arrive pas. Il dit, c'est devenu je ne peux pas bouger. C'est comme si on m'a immobilisé là-bas. Même pour ouvrir ma bouche comme ça, je n'arrive pas. J'ai dit, aïe, j'ai fait, je n'arrive pas. Dans mon cœur, seulement, dans mon cœur, il dit Jésus, 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 Jésus. Il dit, je ne sais pas où j'ai eu la force. Quand j'ai dit, ma bouche s'est ouverte. Il dit, ça m'a libéré. À maintenant, je me suis réveillé un coup comme ça. Je me suis levé un coup. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai prié là-bas sur le champ et puis je suis sortie, demander au menuisier là, ah, il y a quelqu'un qui est rentré si vous avez vu. Ils disent non. Ah! Oh, tout ce qu'ils étaient en train de, c'est même la conversation qu'ils étaient en train de parler là, j'entendais tout. J'entendais tout. J'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Et puis, je n'ai pas vite compris hein, ça. Après maintenant, mon idée est partie sur le monsieur. Et ça, c'est pas le monsieur là. Mais sa corpulence, son apparence, tout ça là, ça va sur le monsieur là. Mais ce visage là, je n'ai pas vu. J'ai dit, est-ce que c'est pas le monsieur là? Est-ce que c'est pas lui? J'ai dit, je l'ai bloqué. Tous les noms, il disait, j'ai bloqué, j'ai prié. J'ai dit, il y a pris 3 jours de jeûne et de prière. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Ah! Et puis après, silence radio. Il m'a pu appeler, il m'a pu écrire. C'est resté inerte. Plus rien, aucune nouvelle de lui. C'était resté comme ça. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Quand j'ai compris après que c'était lui là, j'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as épargné. Parce que je ne sais pas ce que ce monsieur-là voulait me faire. S'il avait réussi seulement là, à avoir des rapports avec moi là. Ah! J'imagine. Donc en fait, c'était pour sensibiliser, parce que mon histoire c'était pour sensibiliser, pour dire à mes frères et à mes soeurs, vraiment, il faut qu'on fasse attention. À faire des réseaux sociaux là, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des histoires. Tu ne sais pas qui est derrière l'écran. Tu causes avec quelqu'un, tu fais une rencontre, vous causez et tout, tu ne sais pas qui est derrière l'écran. Si j'étais partie, il y a beaucoup qui tombent comme ça dans des pièges. Il y a beaucoup qui tombent comme ça dans des pièges. Les filles qui ne sont pas suivies, tout ça là. Si c'était, ça aurait été une autre fille à ma place qui était partie. On ne sait pas ce qui lui serait arrivé.
quelqu'un qui va te donner des arguments, qui va inventer des choses pour te dire, ah, dis à tes parents comme ça, et puis tu vas venir rejeter. Franchement, ces gens de personnes sont à craindre. Il faut réfléchir beaucoup. Et il faut se mettre dans la prière tout le temps. Il faut mettre tout dans la prière. Il faut tout le temps prier. Il faut constamment être dans la prière parce qu'on ne sait jamais. Avec les réseaux sociaux là, c'est vraiment risqué. Mais on va faire comment? Il faut tout le temps être dans la prière. Donc c'était ça. C'était un peu mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bon, c'est la deuxième histoire, l'histoire de ma tante, je peux dire. Ma tante, c'est l'amie de ma tante, donc ça fait ma tante et qui est la femme de mon oncle, je ne sais pas comment dire. Bref, elle a raconté à ma tante que quand elle était petite, à chaque fois, il partait en brousse avec ses soeurs au Cameroun, là-bas avec ses soeurs. Et quand il partait à la plantation, à chaque fois, il voyait toujours un gros boa noir qui venait toujours au milieu de leur chemin ou qui les effrayait. C'est-à-dire que quand ils partent comme ça, ils voient le gros boa passer. Ils voient, ou quand ils reviennent, ils voient le gros serpent là passer. Le serpent les effrayait. À chaque fois, ils voyaient. Donc, ils sont allés, ils se sont plaints à leur père. Et leur père, c'était un grand sorcier. Le père a fait quoi? Le père est allé voir le voisin. Il a menacé le voisin. Le voisin, c'était un papa tellement âgé. Donc, le serpent qu'il voyait là, c'était le totem du papa là. Et le papa était tellement âgé qu'il ne pouvait plus contrôler son totem. Il est allé première fois. Il a dit que, ah, si moi je vois encore ton serpent là pas encore effrayé mes enfants. C'est à cause de ton serpent là que mes enfants ont peur d'aller en brousse quand je les envoie en brousse. Si je vois encore ton serpent là effrayer mes enfants, c'est pas la première fois qu'il fait ça, ni la deuxième fois. C'est peut-être la quatrième fois. Si ton serpent encore une fois effraie mes enfants, je vais le tuer. Et tu vas me sentir. Je vais le tuer. Donc, le papa aussi, il était tellement vieux, il n'arrivait plus à gérer son totem. Donc, le totem sortait seul. Il était hors contrôle. Il peut sortir comme ça, boum, il rentre, du genre comme ça. Son père a menacé le papa là. Papa là, je ne sais pas s'il a pris à la légère ou quoi. Ils sont encore, quelques semaines plus tard, ils sont encore repartis en brousse. Ils ont encore revu le même serpent. Ils ont couru vers leur père. Le père a fait quoi? Il a attendu 19 heures. Il a attendu que le serpent a fait ses tours dans la brousse ou se balade. Il est attendu à la porte que là où le trou là où le serpent là rentre. Il a vu le serpent là. Il a tué le serpent là. Le serpent là est mort. Le lendemain matin, on apprend aussi que le papa est mort sur le champ. C'est là où quand ma tante l'a raconté ça, ma tante a dit, je sais que ton père est simple. Toi, comment tu connais que c'est le totem de l'autre, tu peux tuer le totem, tu peux tuer le totem de quelqu'un. Si toi, tu n'es pas, je sais pas, si toi, tu n'es pas mystique, tu vas tuer le totem de quelqu'un comme ça. Et comment son père connaissait que c'était là où le totem là rentrait. La deuxième histoire, c'est toujours le père en question et la fille, ma tante là. Elle dit que quand elle était jeune, elle était sur la capitale, donc son grand-père était mort au village. Elle n'avait pas assisté aux funérailles, au retrait, à la levée du corps, tout n'avait pas assisté. Donc, du coup, en vacances, quand elle allait au village, la première des choses, elle a demandé à voir la tombe de son grand-père parce qu'elle aimait beaucoup son grand-père. Elle avait demandé à son père de l'accompagner pour voir la tombe. Et là où ils ont enterré le père, c'était loin de la maison parce que là où eux, ils restent, il n'y avait pas d'endroit pour enterrer. Donc, ils ont enterré ça vers la brousse, la forêt, dans l'un de leurs terrains, vers la forêt là-bas. Bon. C'est là où le père a dit, ok, on va aller, je vais te montrer la tombe de ton grand-père. Elle dit que quand elle marchait avec son père, elle a seulement vu une grosse panthère noire devant. Et quand elle se retourne comme ça là, elle voit encore une grosse panthère noire derrière. Elle a trébuché 3 fois. Elle avait peur. C'est là où elle demande à son père que, papa, ça c'est quoi? Son père lui dit clairement que la panthère que tu vois devant là, c'est notre protecteur. Et la panthère que tu vois derrière là, c'est la panthère qui veut nous faire du mal.
Donc n'aie pas peur, marche, fais comme si tu ne les voyais pas. Fais comme si de rien n'était. On va arriver, tu vas voir la tombe, on va rentrer. Même quand on va rentrer, la panthère là sera toujours devant nous et l'autre sera toujours derrière nous. Donc la panthère qui est devant là reste devant nous. On ne craint aucun mal. Mais si la panthère qui est devant nous là part, celle qui est derrière elle va nous attaquer, elle va nous tuer. C'est là où ils sont partis, ils ont vu la tombe. La panthère était là, l'autre était derrière, était à l'écart. C'est là où ils sont retournés sur le village. La panthère, leur panthère protecteur ou protectrice là, était toujours devant. Et l'autre là, c'est quand ils sont arrivés au village, les deux panthères ont disparu. Alors, elle raconte à ma mère que, elle raconte à ma tante dit que toi-même tu es sûr que toi-même tu n'as pas les yeux. La troisième histoire c'est quand, bon, je vais faire une autre duo. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Alors, cette histoire, ce n'est pas vraiment une histoire parce que c'est ma vie en fait. Donc, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai eu à vivre et voilà. Donc, on va dire que depuis que je suis petite, je suis entourée d'événements mystiques. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, il y a eu tellement d'événements mystiques qui se sont passés, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ma famille. Alors déjà, moi, je n'ai plus de parents. Donc, j'ai perdu mon père et ma mère. Mais mes parents n'étaient pas mariés. Donc, mon père, il voyait ma mère. Et puis, il lui a dit qu'il veut un enfant et voilà. Donc, ce qui fait que je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur avec qui nous sommes même père, même mère. Donc, pourtant, j'ai des demi-frères, des demi-sœurs des deux côtés. Donc, déjà, quand j'étais petite, je vivais avec mon père parce que je ne vivais pas avec ma mère. Je n'ai pas vraiment connu ma mère. Mon père, il n'était presque jamais là. Mon père, franchement, il voyageait énormément. Ce qui fait que j'ai grandi avec et les ménagères, et mes demi-sœurs, et leurs maris, et leurs enfants. Enfin, j'ai pas vraiment grandi avec mon père. Donc, c'est-à-dire que dans un an, je pourrais voir mon père peut-être 6 mois dans un an, ou peut-être, ça dépend, parfois 5 mois. Donc, en tout cas, en grandissant, quand j'ai eu... ma maman est décédée quand j'avais 9 ans. En fait, je ne sais plus si c'était en 2009 ou bien c'est quand j'avais 9 ans. Mais je ne pense pas que ce soit quand j'avais 9 ans. Je me rappelle, j'étais très petite. J'étais très petite. En tout cas, quand elle est décédée, moi, je ne comprenais pas trop ce qui s'est passé. Enfin, j'étais petite. C'est-à-dire que je l'ai vue là. Elle était chez mon grand-père dans le cercueil. Moi, je ne comprenais pas. Moi, je savais, oui, elle est morte, mais je n'avais pas vraiment... je ne savais pas vraiment ce que la mort implique. Dans ma tête, c'était, bon, elle s'est couchée là, et puis quand ils vont finir de pleurer, elle va se réveiller, et puis c'est tout. Peut-être c'est de la comédie, peut-être, enfin, je ne comprenais pas trop ce qui s'est passé. Et un jour, je me rappelle, moi, je ne vivais pas avec mon grand-père, je vais du côté de mon père, avec mon père. Et j'allais voir mon grand-père de temps en temps, parce qu'à la base, quand ma mère m'a accouchée, je suis allée rester chez mon grand-père. C'est mon grand-père qui s'est occupé de moi. Puis ma mère, elle a voyagé. Elle est allée en France, elle s'est mariée et tout. Et mon père, il m'a prise quand j'avais, je crois, 1 an ou 2 ans. Mais de temps en temps, j'allais voir mon grand-père et tout. C'est comme ça qu'un jour, après le deuil, après, le village, déjà que depuis que je suis petite, je demande le nom de mon village, du village côté de ma mère. Et il y a ma grande soeur qui me dit non, 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 même le nom, je ne peux même pas te donner. Je lui dis mais pourquoi? Elle me dit non, le village là, c'est un village où quand tu y vas pour enterrer quelqu'un, tu pars le même jour, vous enterrez, vous rentrez tous. On ne dort pas dans ce village. C'est-à-dire qu'on ne dort pas dans ce village-là. Quand vous partez pour enterrer, vous enterrez la personne, vous rentrez directement. Si tu es étranger, dès que tu poses ton pied dans ce village, on va sentir que la fille-ci n'est pas de ce village. Ou du moins, la fille-ci a un autre son. C'est pas une habituée de ce village. Et donc, c'est comme ça que... parce que c'est un village, il y a énormément de sorciers. Énormément. Et ma grand-mère également était sorcière. Donc, quand ils ont enterré ma mère, mon frère me racontait, et honnêtement, j'étais encore toute petite, et lui-même, il n'était pas si grand que ça.
parce que je pense qu'on a 3 ans d'écart. Hein. 3 ans, oui, 3 ans d'écart. Donc lui n'était pas si grand que ça, mais il me racontait parce que lui, il était du côté de ma mère. Donc c'était mon frère du côté de ma mère. Donc il a vécu ce qui se passait et tout. Moi, j'avais un sang mélangé. Donc j'étais plus du... Et vous savez que l'enfant prend plus le côté du père. Donc je ne pouvais pas mettre des pieds là-bas au village. En plus, j'étais toute petite. Il me racontait... Non, que je suis arrivée là-bas chez mon grand-père un jour. Et puis je vois dans la chambre, parce que moi j'adorais mon grand-père. J'aimais rester avec lui tout le temps. J'entre dans la chambre de mon grand-père, je vois au niveau de son lit, derrière son lit, le mur a été cassé. Et puis moi je dis, mais ça c'est encore quoi ça? Je demande à mon frère que, mais pourquoi c'est cassé? Lui il était en train de, mon grand-père était en train de causer. Je dis à mon frère, mais pourquoi c'est cassé ici? Il me dit qu'il y a eu trop de choses qui se sont passées parce que moi j'ai pas vraiment vu ma mère. Hein. Je l'ai vue... Vous voyez quand on apporte le corps à la maison et puis les gens pleurent. Moi, je pense que c'était la dernière fois que je l'ai vue. Après ça, je ne l'ai plus vu. On m'a ramené et puis basta. Hein. Je ne l'ai plus jamais vue. Donc, je ne sais pas où elle est enterrée. Vraiment, je ne sais rien. Il me raconte qu'il m'a pris, il m'a tiré, il m'a mis au salon. Il m'a raconté qu'il y a eu trop de choses bizarres qui se sont passées. La raison pour laquelle le mur est cassé, c'est que, en voulant récupérer les affaires de ma mère, il y a un de ses soutiens-gorge qui a commencé à se déplacer. Et puis moi, je dis, mais se déplacer comment? Il me dit, le soutien se déplace. C'est-à-dire que on essaye d'attraper, parce qu'on était en train de ranger ses affaires. Et elle avait des affaires dans la chambre de mon grand-père. Le soutien se déplace. J'étais dépassée. Je me disais, ah, peut-être mon grand frère, il ment et tout, parce qu'il aimait souvent me raconter des histoires. Mon grand frère était très bon pour inventer des histoires, pour me divertir. Il me dit, non, je te promets, ça, je ne vais pas mentir sur les trucs comme ça, là. Il me dit, le soutien se déplace, on essaye d'attraper, ça change de position, on essaye d'attraper. C'est comme ça que c'est entré dans le mur. On a donc cassé le mur pour récupérer ça. Après, je ne sais pas trop comment ça s'est terminé. Et c'est quelques années après, j'ai appris que quand ils sont allés au village pour enterrer, il y avait ma grand-mère. En fait, du côté de mon grand-père maternel, il m'avait expliqué que il a 3 de ses frères qui sont sorciers. Plus, je ne sais pas si c'était sa coucou, je ne sais pas si c'était sa femme ou sa cousine. Je pense que c'était sa cousine ou sa femme qui était sorcière en fait. Et donc, en allant enterrer ma mère au village, il y a... cette femme-là était là, elle était là depuis. Donc, tout allait bien et tout, mais je ne sais pas trop, enfin, j'ai oublié ce qu'il m'a raconté. Tout ce que je me rappelle, c'est que à un certain moment, ils ont commencé à prier et elle, ça la dérangeait. Elle, franchement, elle ne supportait pas ça. Elle ne supportait pas les prières là parce que ma famille côté maternelle est super croyante. Super, quand je dis que quand je vais là-bas en vacances, on nous fait réciter le Je vous salue Marie, même 30 fois. Hein. C'est-à-dire qu'on prie comme ça, tout le monde dort parce qu'on a déjà récité ça tellement de fois. Réciter le rosaire, réciter, franchement. Donc, elle ne pouvait plus supporter. Et le lendemain, on a découvert qu'elle est morte, en fait. Comme ça. Bref. Ça, c'était du côté de ma mère. Maintenant, du côté de mon père, déjà que tout le monde dit qu'il est mort mystiquement. Parce que mon père était quelqu'un de très intelligent. Très, très intelligent. Il était scientifique. Il a fait une découverte majeure ici au Cameroun. Je préfère ne pas en parler. Et donc, il a eu tellement de récompenses et tout. Il travaillait au ministère de la Recherche scientifique. Et il y a eu tellement de... Là, ça implique déjà tellement de gens politiques. Donc, je vais passer ce côté-là. En tout cas, tellement de gens le combattaient. Parce que mon père n'était pas dans le faux. Tellement de gens le combattaient. Même des gens qui présentement sont toujours dans ce ministère-là. Et donc, il est décédé. Il y a eu tellement de choses qui sont passées après. C'est-à-dire que quand il décède, moi je vivais, il avait fait venir une de ses filles. Enfin, c'était pas vraiment sa fille, c'était une fille dont il avait... Enfin, c'est genre sa mère était venue en mode ouais, tu m'enceintais et tout. Pourtant, lui savait que c'était pas vrai. Mais en tout cas, vu qu'il avait de l'argent, il a pris soin de l'enfant et tout. Donc, je vivais avec elle. Elle vivait dans notre maison avec son mari. Vu que mon père voyageait, il lui a demandé de venir rester dans la maison avec son mari. C'est comme ça que je vivais avec elle et tout. Et il est décédé le jour de son anniversaire à elle, en fait.
Il est décédé le jour de son anniversaire, le 14 janvier. Et donc, et un soir, nous étions là au salon. Il y avait des oncles, des tantes et tout. Elle était dehors avec son mari. Moi, j'étais entre la véranda de dehors et le salon. Et puis, il y a un hibou qui sort de nulle part. Déjà que l'hibou, là, moi, je l'avais remarqué. Parce que quand tu entres chez nous, chez mon père, la devanture, le jardin, il a écrit son nom avec les fleurs. Je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas. C'est-à-dire que les lettres, parce que mon nom de famille a juste 3 lettres, en fait. Donc, il a écrit les 3 lettres avec des fleurs, en fait. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et il y a une plante là, il y avait un bananier là-bas, je ne sais pas qui avait sémé ça. Il y avait toujours un hibou là-bas. Chaque fois, il y avait un hibou. Maintenant, ce soir-là, il y avait plein de gens dehors. Hein. L'hibou a volé, il est venu se poser sur l'épaule de ma soeur, de ma demi-soeur là. Et puis elle a commencé à prier. Et tout. Bref, après, ils ont dit dans la famille que c'est elle, que elle avait réunion. Et elle n'est pas partie à la réunion ce soir-là. Et puis, l'hibou est venu demander que, mais qu'est-ce que je fais ici et tout. Bref, donc chacun a sorti sa version. Oh, moi, je sais qu'il y a eu des tantes. Il y a eu d'autres trucs bizarres qui se sont passés le jour de l'enterrement. Maintenant, moi, j'ai grandi. Quand mon père est décédé, j'étais très jeune. C'est-à-dire que j'ai grandi dans la maison de mes oncles, de mes tantes. Et franchement, ça ne se passait vraiment pas bien. Pas du tout, honnêtement. Et après, je suis allée... À la fin, je suis allée vivre seule, en fait. J'avais 19 ans, oui. J'ai commencé à vivre seule à 19 ans. Parce que là, présentement, j'ai 21. Donc, ici, j'avais l'impression... ma première bailleresse était Bassa. Et puis, c'est après qu'on m'a dit que quand tu vas en location, ne fais jamais l'erreur d'aller dans une maison. Déjà, de 1, si elle est Bassa, fuis. Si c'est une maman Bassa, fuis. Je ne suis pas tribaliste ou bien. Ça, c'est ce qui se dit. Que les pires bailleresses sont les Bassa, les mamans Bassa. Et le pire, c'est qu'elle habitait là. C'est-à-dire que elle habitait... En fait, l'immeuble et chez elle étaient collés. Franchement, collés. De telle sorte que dans notre immeuble, elle a créé un passage en bas des escaliers qui mène à chez elle. C'est-à-dire qu'elle peut quitter le chez elle et arriver directement dans l'immeuble sans même passer par le portail. À cause de ce petit truc qu'elle avait fait là. Et là-bas, je me sentais vraiment pas bien. C'est-à-dire que je me sentais observée à chaque moment. Je me sentais vraiment pas bien. Je dors la nuit, je fais des cauchemars et tout. Et bizarrement, le jour où je suis allée visiter avec une de mes tantes, elle parlait et tout. Et puis, ma tante, elle est très stricte. Hein. S'il y a un seul élément qu'elle n'aime pas, allez, on change d'endroit. Elle est très comme ça, elle est très stricte et tout. Donc, c'est moi qui lui ai dit que on a déjà tellement cherché, honnêtement. Si on a trouvé la chambre aussi, pardon. Et la chambre coûtait quand même cher pour une chambre... ça, c'était le prix d'un studio, en fait. Mais juste que c'était bien placé. Et voilà, je ne peux pas donner le nom du quartier, malheureusement. Mais en tout cas, c'était bien situé. C'était non loin de la route. Donc, finalement, on a pris. Et ce jour-là, elle était en train de nous parler. Puis elle a dit, ne t'inquiète même pas. Ici, tu vas bien dormir. Ici, on ne fait pas des cauchemars. Et puis moi, ma tante commence à regarder que, mais... Qui t'a demandé, qui a parlé de cauchemar, qui a parlé de pourquoi est-ce que une bailleresse va dire ce genre de choses aux gens? Pourquoi? En tout cas, la chambre était vraiment superbe. Il y avait la cuisine à part, toilette à part, la chambre, le balcon. Franchement, j'ai aménagé. Franchement, je me sentais pas bien dans cette maison-là. Vous voyez, genre, je me sentais épuisée. Donc, c'est-à-dire que peu importe comment je dors, je vais me lever, je serai épuisée comme si j'ai travaillé dans un champ de manioc. Et il y avait toujours des problèmes d'eau. C'est-à-dire que au niveau de la chasse d'eau, il y avait toujours des problèmes. L'eau coule normalement, mais au niveau de la chasse d'eau, tu chasses, tu entends des bruits bizarres. Tu chasses, des fois ça ne part même pas. Tu chasses, franchement, il y avait trop et l'odeur, l'eau qui sortait de là avait une de ces odeurs. Finalement, quand j'ai dit tout ça à ma tante, quand je lui ai déjà dit que
la bailleuse dérange parce que c'était du genre oh, il ne faut pas mettre les clous sur mon mur, je ne veux pas qu'on mette les choses sur mon mur, même les autocollants ne mettaient pas, donc elle ne voulait rien. C'est-à-dire que quand tu aménages chez elle, tu ne mets aucun clou. Si tu veux accrocher tes choses, tant pis pour toi. Même des accroches autocollants là, elle ne voulait pas. Oh, ça enlève la peinture et tout, franchement, elle dérangeait. Petit truc, elle doit monter dans ta chambre. Petit truc, elle était comme ça. Donc, quand j'ai dit ça à ma tante, elle m'a dit il faut quitter de là. Elle m'a dit ça depuis, mais moi j'ai traîné. Donc je suis restée jusqu'à ce que mon bail finisse. Maintenant, mon bail est fini. J'ai eu du mal à chercher une autre chambre. C'est comme ça que où je suis présentement, j'ai dû aménager là très très vite. C'est-à-dire que à l'instant, je suis allée visiter et puis bam, j'ai payé. Voilà. Ce n'est vraiment pas, c'est vraiment très petit, mais j'étais dans l'urgence. Déjà que j'avais fait plus de 2 semaines chez la maman là. Et il fallait que je quitte de là. Quand j'arrive ici, même chose. Je me disais que c'était là-bas, mais ici, même chose. C'est-à-dire que ici, c'est même pire. Je peux dormir à 19h. Je me réveille le lendemain matin à 12h même. Mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Donc, une fatigue que je ne comprends pas. Je me réveille, je suis fatiguée jusqu'à je baille. Je n'arrive pas à comprendre. Et j'ai développé 2 mauvaises habitudes. La première, elle est un peu privée. Et la deuxième, c'est le désordre. C'est-à-dire que pour rien, je me mets à faire du désordre. Pour rien. Donc, là, par exemple, j'ai rangé ma chambre hier. Mais c'était d'abord en désordre. Et à chaque fois que je vais ranger la chambre, il y a une fatigue qui vient m'emporter. Et puis, ma soeur, un jour, ma grande, c'est parce que je vous ai dit, ma grande, c'est très spirituelle. Très spirituelle. C'est-à-dire que il y a des choses chez elle qu'il ne faut pas faire. Quand tu es avec ma grande soeur, franchement, tu souffres. Ne t'assieds pas ici, là. On ne pose pas l'argent sur le lit. On ne fait pas ça ici. Fouille un peu les interdictions, là. C'est-à-dire qu'avec elle, si tu pouvais même planer, ne pas poser ton pied à terre, franchement, ça allait l'arranger. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu ne sais pas qu'on ne fait pas ça. Ça porte malchance. Tu ne sais pas qu'on ne fait pas ça. Ça tire la malédiction. Tu ne sais pas qu'on ne fait pas ça. Bref, en tout cas, avec elle, c'est comme ça. C'est-à-dire que elle est beaucoup spirituelle, ma soeur. Et donc, elle a ce monsieur-ci qu'elle consulte parce qu'elle-même, elle a eu tellement de problèmes. Elle a ce monsieur qu'elle consulte et elle m'amène. En fait, c'est un prêtre, en fait. C'est un prêtre et ce prêtre-là a un don. Le don de, je ne sais pas comment on appelle ça, de voyance, je ne sais pas. C'est le genre de personne qui a le don où il peut te dire ce qui se passe dans ta vie. Il peut te dire ce qu'il va se passer dans ta vie. Ce genre de choses, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Alors moi, à la base, je me disais, tout ça sont des menteurs, et tout ce sont des menteurs et tout ça sont des menteurs. Et puis nous sommes allés, elle m'a dit de l'accompagner, je l'ai accompagné. Et puis je me suis rendu compte que le monsieur est fort en fait. Parce que le monsieur, il a pris de l'huile d'olive, il a oint sa main, et puis il m'a demandé de oindre la mienne. Je pense que j'ai essuyé mon visage, et puis il m'a demandé de tendre ma main, il a arrêté ma main, et puis il m'a dit des trucs. J'étais en mode, what? Il m'a dit des trucs sur ma vie en fait. Et des trucs qui se passaient. Et puis moi, je savais que ça se passait. Vous voyez, il y a des trucs que j'ai pas osé assumer, mais bon. Il m'a dit que... il m'a parlé de mon père. Il m'a dit que mon père n'est pas mort naturellement. Et puis moi, j'étais en mode, mais comme de un, d'abord, qui lui a dit que mon père est mort? De un. Et de deux, comment il sait que mon père n'est pas? Parce que moi, je sais depuis que mon père, il n'est pas mort naturellement. C'est-à-dire que c'était pas la vie. C'est vrai qu'il était vieux. Il était dans la soixantaine à l'époque. Mais il était solide. Il n'est pas mort comme ça. Et donc, il m'a fait comprendre que je ne suis pas seule. Je lui ai demandé, mais je ne suis pas seule comment? Il m'a dit que dans ma famille paternelle, il y a un esprit ou plusieurs esprits qui rôdent autour de nous tous. Donc, autour de chaque personne dans cette famille-là, les esprits-là sont là. C'est-à-dire que... Et j'ai commencé à comprendre parce que moi, je me sentais toujours observée. Donc, il me dit que ces esprits-là... Et je lui ai demandé, mais ils sont là pourquoi? Pour faire du bien ou du mal? Il dit qu'il ne sait pas. Ça dépend. Des fois, il peut faire du bien. Des fois, comme des fois, ils peuvent également faire du mal. Ça dépend vraiment. Et
Et que voilà, il faut... Et puis moi, je lui dis, ok, mais comment ça? Parce que moi, des fois, je lave ma chambre avec l'eau bénie et tout. Il a ri. Il dit que de la même manière que je suis en train de rire, il faut savoir que eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils sont en train de rire quand ils te voient en train de faire tes trucs là, que tu lances l'eau bénie, tu laves la maison avec le sel, tu parles et tout. Ça ne les fait rien. Ça ne les fait rien. Parce que ce sont des esprits générationnels, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans la famille depuis des générations. Depuis. Ils sont là depuis. Donc, ce n'est pas des esprits que tu vas chasser avec l'eau bénie, que tu vas parler et puis ils vont partir jamais. C'est que quand tu fais même ça, ils sont en train de te regarder, ils sont en train de bien rire. Mais celle-ci fait ça pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Ça ne sert à rien. Et donc, il m'a expliqué que ils sont là, quoi que je fasse. C'est genre, ils peuvent m'influencer du bon côté, comme ils peuvent aussi m'influencer du mauvais côté. Donc, franchement, il ne peut pas, ça dépend vraiment. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils peuvent décider que bon, on est de cette fille-ci. Comme ils peuvent décider que bon, cette fille-ci va voir comme ça toute la journée-ci. Donc, et il m'a dit d'autres choses du côté de ma mère également. En tout cas, il m'a dit que, en tout cas, il faut savoir que tu n'es pas seule. Donc maintenant, moi, il m'a dit que, je lui ai demandé comment est-ce que je peux les chasser. Il m'a dit que c'est pas un truc évident parce que si c'était des esprits normaux comme ça, oui. Mais ce sont des trucs qui sont là depuis des années. Ils ont de la famille depuis des années. Donc, ça ne sera pas évident, pas du tout. Donc, depuis, moi, là, présentement, juste dans ma chambre, je sais que je ne suis pas seule. Donc, et je sais que je ne peux pas les chasser il m'a dit que prier simplement comme ça ne va pas les chasser. Parce que c'est un peu comme dans les mangas et tout. Pour combattre un méchant, il faut être 2 fois plus fort que le méchant. Or, moi, je ne suis pas forte. Avec toute ma connaissance spirituelle, avec toutes mes prières, je ne suis pas assez forte pour ça. Je ne suis parce qu'on parle des esprits qui sont là depuis des années-lumière, qui sont là dans la famille depuis. C'est pas moi qui va les enlever. En tout cas, là, je ne peux même pas. Là, tout ce que j'ai fait, c'est que là, je parle de moi, mais tout ce que moi, je suis juste là. Donc, présentement, moi, je sais que je ne suis pas seule. Ce qui fait que des fois, je reste là, je suis aux toilettes et puis mon ventilateur se met seul à tourner. C'est-à-dire que je vis des trucs et moi ça m'effraie même plus parce que je sais que moi je suis pas seule. Et des fois même je parle en mode mais vous ne pouvez même pas me laisser aujourd'hui, laisse-moi seulement aujourd'hui. Il y a des fois, et voilà, il m'a parlé également d'une douleur au dos. Il m'a demandé si j'ai mal au bas du dos et je lui ai dit oui. Il m'a fait comprendre que et moi j'étais dépassée que mais comment le monsieur si sait que j'ai mal au dos? Il m'a dit, on m'a mis des trucs en fait au niveau des reins. On m'a mis des trucs au niveau des reins et les trucs là pèsent. C'est pour ça que j'ai mal au bas du dos, genre tout le long des reins là. Et que ces trucs là à la longue, si on n'enlève pas ça, ça va me causer des problèmes d'enfantement. Et puis, la période là, franchement, j'avais mal. C'est-à-dire que je me lève pour laver les assiettes comme ça, j'ai mal au dos. Donc, c'est comme si j'ai porté un bébé, j'ai mis là au bas du dos, là, au niveau des reins, là. Ça me fait mal. Ça me faisait mal. Maintenant, je ne sens même plus trop la douleur. Mais dès l'instant, il m'a dit ça. Déjà que je sentais ça, mais je négligeais. Je me disais, après aussi, j'ai un gros derrière. Peut-être c'est ça qui pèse, je sais pas. Donc, je négligeais. Et puis, quand il m'a dit ça, je me suis dit, merde, donc c'est pour ça que j'ai mal. Et après, depuis ce jour-là, chaque jour, j'avais mal. Maintenant, c'est même vrai, c'est maintenant que je me rends compte que je n'ai plus trop ça. Mais depuis ce jour-là, j'avais mal chaque jour. C'est-à-dire que je me lève comme ça, là. En fait, j'avais mal avant, mais je me rendais même pas compte. Mais depuis qu'il m'a dit ça, j'ai pris conscience et tout. Moi, je négligeais avant. Dès que je veux faire une activité, je veux peut-être laver les assiettes, je veux laver le sol, c'est comme ça que le mal commence. Ça fait mal. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Quelqu'un a posé son enfant sur mon dos, c'est comment? Ça fait mal, ça pète. Donc, je ressentais un poids, comme si quelqu'un a posé quelque chose sur mon dos, que maman porte ça ici. Donc, voilà, je ne sais pas trop quoi faire présentement, je ne sais pas. Je suis seulement là, je vis avec eux comme ça là.
je ne sais même pas quoi dire à ce stade-ci. Je ne sais pas trop quoi faire. Voilà. Donc, moi, je sais que où je suis ici, je ne suis pas seule. Et voilà. Et des fois, ils me font comprendre. Si je tente d'oublier, ils me rappellent que n'oublie pas que nous sommes là. Parce que des fois, je peux être aux toilettes, le ventilateur se met seul en marche. Et le ventilateur, c'est pas un ventilateur que non. Il y a des boutons. Enfin, pas des boutons. Il y a un truc que tu tournes carrément. C'est pas comme un bouton que peut-être j'ai enfoncé et puis j'ai oublié de lâcher. Et puis ça, c'est non. Ce sont des trucs manuels. Donc, tu tournes le truc avec ta main pour que ça s'allume. Et ça se met en marche en fait. Donc je peux être dans les toilettes et puis ça se met en marche seul comme ça. Non. Donc c'est un peu ça. Des fois je rentre, je sens vraiment que gars, ils sont tous là. Donc je sens vraiment cette présence là. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire pour l'instant? Je ne peux... Je continue juste à prier normalement et voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vécue par ma grand-mère. Toujours au village, vécue par ma grand-mère. On était là, on était au village à ce moment-là. C'est la suite de l'histoire où une de mes grand-mères du village m'avait fait manger de la chair humaine. Bon, je suppose, ceux qui auront écouté l'histoire vont reconnaître l'histoire. Et il y a donc eu des représailles parce que ma grand-mère, dans l'histoire précédente, elle était allée menacer la femme en question et la femme n'avait pas apprécié. Donc, je mets le contexte. Alors, ma grand-mère, elle nous a raconté ça le matin parce qu'elle a fait son combat. Nous, on n'était même pas au courant. Alors, quand l'histoire là s'est passée et que je me suis rétablie, comme dans le précédent voice, 3 jours après avoir mangé tout ça, après qu'elle est venue, après que ma grand-mère l'ait menacée, ma grand-mère est allée se coucher. Comme je vous ai dit, dans mon village Betty, on se couche aux environs de 20h, 21h. Les vieux, ils partaient déjà se coucher. Nous, les jeunes, nous qui se disons braves, on va rester pour se raconter les histoires. Bref, voilà. Ma grand-mère, elle est partie se coucher. Elle nous raconte qu'en allant se coucher, elle dort, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à un moment, elle commence à avoir chaud. Elle nous dit que elle nous a dit qu'elle a commencé à avoir chaud, à avoir très chaud en fait. Et elle a senti comme s'il y avait quelqu'un derrière elle parce qu'elle était couchée seule dans son lit. Mon grand-père était déjà mort. Elle a senti comme s'il y avait quelqu'un derrière elle. Du coup, parce qu'elle a senti une chaleur là, elle a commencé à avoir chaud. Elle ouvre les yeux. Elle commence à prier. Elle commence à prier en boulou parce que je suis boulou. Elle commence à prier. Elle a commencé directement à prier parce qu'elle était déjà quand même assez avancée dans la prière, contrairement à nous. Elle commence à prier, à prier, à prier. À un moment, ça s'arrête. Ça s'arrête. Elle se recouche, elle se rendort. Elle se lève dans la nuit parce que nous, chez les villages Betty, les toilettes, c'est vraiment archaïque. C'est-à-dire qu'on a creusé une fosse, on a mis des planches en haut. Et la plupart du temps, c'est souvent derrière la maison. Mais on a aussi des pots, donc des bouteilles qu'on coupe pour faire pipi dedans et on vide le matin. Et c'est donc ce qu'elle avait fait. Elle avait donc une bouteille qu'elle coupait pour faire pipi dedans. Elle dit donc qu'elle s'est levée en pleine nuit. Elle a donc décidé qu'elle va faire pipi. Elle se lève, elle commence à faire pipi. Elle repose son pot. Sauf qu'en voulant monter sur le lit, quelqu'un l'arrête par derrière. Donc, quelqu'un l'arrête le cou par derrière. C'est elle qui raconte. Quelqu'un l'arrête le cou par derrière, en fait. Quelqu'un l'arrête le cou par derrière et des ongles s'enfoncent dans son cou de derrière. Elle commence à crier. Et elle dit que elle croyait qu'elle criait, mais en fait, les mots ne sortaient pas de sa bouche. Comme je vous dis là, les mots ne sortaient pas de sa bouche. Elle commence à crier. Elle croit crier. Vous avez compris? Elle croit crier. Je rappelle juste que mes histoires sont authentiques. Ceux qui me croiront, me croiront. Ceux qui ne me croiront pas, ne me croiront pas. Elle commence à crier. On arrête son cou. Elle se débat. Et elle dit que la présence s'est faite tellement réelle. En fait, la présence s'est faite tellement réelle que quand elle a lancé la main par derrière, elle a rencontré encore chaud. Elle était dépassée. Elle dit qu'elle a lancé la main par derrière. Elle a
rencontrer un corps chaud. Elle ne comprend pas. Elle se débat. À un moment, elle commence à parler, à invoquer le Seigneur, à parler, à déclarer. Je ne connais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu me veux, mais tu as menti. Elle a commencé à parler, à prier, à déclarer, à prier, à déclarer. La personne l'a lâché en fait. Et quand la personne l'a lâché, elle se décale, elle se retourne. Et tout ça, c'était à la lueur de la lampe tempête. Donc, elle ne voyait pas vraiment le visage, mais elle s'est dit que non, c'est une femme. Dans un premier temps, elle n'a pas vu le visage. Elle s'est dit que non, c'est une femme. C'était sûr. La silhouette et tout, c'était une femme. Elle dit que la femme l'a raclée. La femme l'a raclée et la femme s'est mise sur elle. Elle dit que ça a été un combat. Ça, c'était même pas que... Ça a été un combat. La femme s'est mise sur elle, a commencé à l'étrangler. Elle a commencé à l'étrangler, à appuyer son cou. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle se battait, elle griffait le sol. Elle se battait, elle griffait le sol. Après, à un moment, elle s'est immobilisée. Elle dit que je me suis immobilisée. Je me suis dit que, c'est moi qui dis gars, mais elle s'est dit dans sa tête que si je panique, je vais manquer de souffle. Je vais peut-être même mourir ici. Elle s'est calmée. Elle a commencé à prier dans son cœur. Elle dit qu'elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Zambeu, Zah. Elle a commencé à prier, à déclarer et à déclarer. Elle dit qu'en priant comme ça, c'est comme si la personne a été projetée. En fait, la personne a reculé d'un bond. Comme s'il y a quelque chose qui l'a poussée. Elle a reculé d'un bond. Et directement, elle a commencé à arrêter son coup parce que la personne avait quand même obstrué ses voies respiratoires. Donc, elle était là. Elle a commencé à respirer. Elle s'est assise. Et elle savait que la personne était toujours placée parce que la personne n'était pas partie. La personne était toujours placée dans la chambre. Elle a commencé à parler. Qui tu es? Qu'est-ce que tu veux? Et là, elle parlait. Le pire, c'est qu'elle a vécu ça. Nous, on était dehors. On n'a rien su de ce qui s'est passé. Rien est quand elle est sortie. Sinon, on n'aurait même pas su. Elle a commencé à parler. Qui es-tu? Qui es-tu? Révèle-toi. Elle a commencé à prier. Je vais passer les détails de ce qu'elle a dit. Elle a commencé à prier parce que la personne a essayé encore d'avancer vers elle. Parce que elle dit que la personne était vraiment venue pour la battre, que elle sentait vraiment la haine. Elle sentait la haine dans l'atmosphère en fait. C'est comme si en fait tu as un instinct de suivi qui se débloque en mode que si je ne combats pas ici, là, c'est moi ou c'est elle. Elle a vraiment senti ça au plus profond d'elle, en fait. Alors, elle s'assoit. D'abord, l'adrénaline revient parce que l'instinct de suivi se déclenche. Elle se lève d'un bond. Elle dit que non, cette fois-ci, non. Je vais courir vers la personne. Elle dit qu'elle va courir vers la personne comme ça. La personne se décale. La personne va vers au niveau de la chambre, va vers au niveau de la porte. Parce que le lit était collé à la fenêtre et la porte était un peu plus devant. La personne recule au niveau de la porte. La personne ne dit rien. Et à la lampe tempête, elle nous dit que son visage était un peu noir. En fait, c'est comme si il y avait un voile sur son visage. Elle pouvait voir la morphologie, mais elle ne voyait pas le visage. En fait, elle et les deux donc, elles se regardent, les deux se regardent. Et puis la voix sort, la voix dit, tu nous as empêché de finir avec ta petite fille. On était à 2 doigts de la voir, mais tu nous as empêché. Donc, on est venu te le faire payer. La voix lui a dit ça clairement. Et la personne a voulu s'élancer vers ma grand-mère. Ma grand-mère a commencé à... Elle a seulement dit Jésus. Elle nous dit qu'elle a dit Jésus. Elle a dit autre chose. Elle ne nous a pas tout dit. Hein. Je raconte ce qu'elle nous a dit. Dès qu'elle a dit comme ça là, elle s'est assise sur le lit. Elle était terrifiée en fait. Elle s'est assise sur le lit. Elle a dit Jésus. Dès qu'elle a dit Jésus comme ça, la personne s'est arrêtée. Dès que la personne s'est arrêtée, elle dit qu'elle ne sait pas du pourquoi, du comment. La personne était comme tirée en arrière. La personne n'arrivait plus à avancer vers elle pour s'en prendre à elle physiquement. Vous voyez un peu. Du coup, la personne reculait. Et elle dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Soit la personne en a eu marre, soit qu'est-ce qui s'est passé. La personne s'est retournée. Elle a ouvert la porte. Elle est partie. Elle dit que ma grand-mère est restée hébétée là, hébétée
sur le lit, assise sur le lit. Elle est restée là. Elle dit qu'elle a merde. Elle dit que quand ma grand-mère est sortie, parce qu'elle dit qu'elle a attendu même au moins 5 minutes et elle avait peur de sortir. Et nous, on était vraiment dehors. Et la maison de mon grand-père au village, c'était vraiment une grande maison. Comme j'ai dit, il y a la grande maison et il y a la case où on cuisine. Pour ceux qui sont bêtis, qui connaissent les villages bêtis, après 100 000, vous allez comprendre. Elle dit que elle a attendu comme ça 5 minutes. Elle avait même peur que si elle ouvre la porte là, la personne là veut même l'accueillir là. Du coup, dès qu'elle a attendu 5 minutes, elle dit qu'elle a essayé de crier nos noms. Mais nous, on était dehors. Nous, on était, je ne sais même pas, nous, on était dans nos choses dehors. On était au coin du feu dehors. Elle dit que dès qu'elle a pu ouvrir la porte et tout, elle est sortie. Elle a couru comme elle pouvait pour son âge. Elle est venue nous trouver dehors. Quand elle est venue nous trouver dehors, elle transpirait. Elle transpirait. Elle transpirait, elle pleurait, elle transpirait. Elle nous a expliqué l'histoire comme je vous raconte ici. Et pour prouver, c'est dit parce que moi, je vous avoue que bon, avec ce qu'on a vécu, on n'y croyait pas haut. On était là comme ça, là, on était sonnés en fait. On a vu, en fait, la personne a laissé des traces d'ongles parce que la personne, non. Je vous dis qu'elle nous dit que la personne, les ongles qui étaient sur son cou derrière là, la personne avait enfoncé profondément ses ongles dans son cou. En fait, et les traces étaient restées. C'est pas les Bakebadjo. Donc, Bakebadjo, c'est pas les racontages. On a vu, les traces étaient restées dans son cou par derrière. Voilà. Elle nous a raconté l'histoire. Et au début, j'ai donc dit que nous, on pensait que ce sont les représailles de ce qui m'était arrivé. Tout simplement parce que la personne a dit que tu nous as empêché de tuer ta petite fille. On veut donc te le faire payer en fait. Parce que c'était vraiment une colère. Donc, on a donc conclu que c'est parce qu'elle était partie là-bas déclarer. C'est parce qu'elle était partie là-bas menacée. Quand je m'étais rétablie, ils m'ont libérée. Et quand je m'étais donc rétablie, ils étaient tellement en colère qu'ils ont donc voulu s'en prendre à elle. Finalement, en fait. Donc, c'était donc ce qui s'est passé. Elle nous avait raconté, on avait fait ce qu'on a eu à faire. Et voilà, c'était donc l'histoire que ma grand-mère a vécue. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que je n'ai pas été longue cette fois-ci. Voilà. Commentez, likez, partagez. Ah, et j'oubliais même, c'est que elle a vécu tout ça, malgré que ce soit ma grand-mère et qu'elle ait vécu dans ce village-là. Elle a fait au moins 2 mois sans dormir. Elle a même... nos vacances, c'était la première fois que nos vacances étaient écoutées parce qu'on est tous montés à Yaoundé. Tellement l'histoire était... En fait, tellement on était dépassés parce que là, ce n'était même plus que... En fait, là, c'était... Ils venaient physiquement s'en prendre aux membres de ma famille. Ce n'était même plus qu'ils passaient par derrière. C'était... En fait, la guerre dans mon village a atteint un niveau où il ne se cachait même plus. Parce que les gens vont peut-être se demander, mais pourquoi on a vécu beaucoup de choses comme ça. Je vous dis que les sorciers là veulent quelque chose de moi que moi-même je ne sais même pas. Et je sais très bien que tant qu'ils ne l'auront pas, ils ne vont pas me laisser. Ils ne vont pas me laisser. Dans le prochain épisode, je vais vous raconter comment j'ai rencontré ma mère. Ma mère qui est décédée parce que je rappelle, elle est décédée, j'avais 9 mois. Je vais vous raconter comment je l'ai rencontrée, ou plutôt son esprit. Donc voilà. Et puis, bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG. Bonjour la grande famille DMG. Je suis Ortilei, jeune dame gabonaise. Je viens pour raconter l'histoire de ma tante qui a perdu son doigt à cause du vol. Bien. Ma tante, dont je vais donner le nom d'emprunt d'Esther, est une grande commerçante au Gabon. Donc, un jour, elle s'est rendue au marché pour acheter sa marchandise. Arrivée au lieu, là où elle prend souvent la marchandise, elle a rencontré d'autres femmes, d'autres mamans aussi. Donc, il y a une maman veuve, une maman qui avait perdu son mari depuis, qui était aussi là pour prendre la marchandise. Par inadvertance, elle a eu à faire tomber son porte-monnaie. Ma tante
voyant comment le porte-monnaie de la maman est tombé, a décidé de ramasser le porte-monnaie et cacher. Lorsque la maman s'en rend compte qu'elle a perdu son argent, elle a commencé à crier, « Oh, Seigneur, j'ai perdu mon porte-monnaie. Je sais que je suis arrivée ici avec mon porte-monnaie. C'est lui qui sait qu'il a ramassé mon porte-monnaie. Pardon, je vous demande pardon. Je suis une veuve et j'ai des enfants à ma charge. C'est moi-même papa, moi-même maman. S'il vous plaît, rendez-moi mon porte-monnaie parce que il ne me reste plus que ça. Cet argent. » Ma tante n'a pas fait cas. Elle est restée imperturbable. La maman a continué à parler que donnez-moi mon argent. Je ne veux pas de soucis. Donnez-moi mon argent. Je sais que mon argent est là. Ma tante a fait comme si rien n'était. Elle a terminé d'acheter ses choses. Avant qu'elle ne parte, la maman a dit, « Moi, je suis en train de partir. J'ai laissé mon enfant malade à la maison. Je retourne sans marchandises. Et cet argent-là, c'était la dernière force que j'avais. Celle qui sait qu'elle a mon argent et qu'elle ne veut pas donner, je lui laisse 2 jours. 2 jours seulement. Après les 2 jours, si elle ne vient pas me rendre mon argent, la main qu'elle a utilisée pour prendre cet argent, et malgré que je n'ai fait que parler, ne fait que serrer son cœur, ne veut pas me rendre mon argent. Cette main-là, elle n'aura plus jamais les 5 doigts de cette main-là au complet. Elle va rester avec 4 doigts. Et au fur et à mesure que les années passeront, les doigts de la main-là ne vont faire que aussi se détruire. Ma tante est restée imperturbable. Elle est rentrée à la maison. 2 jours après, la main a commencé à faire mal à ma tante. Très, très mal. Elle n'arrivait plus à dormir. Même pour manger avec cette main-là, c'était compliqué. C'est comme ça, après une réunion des familles, il fallait des cotisations et tout. On a décidé d'amener la tante à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, ils ont retenu ma tante. Ils ont fait comprendre que soi-disant que le doigt était malade. Elle a eu à être amputée. Quelques années après, la même main, jusqu'à ce que ma tante s'est retrouvée sur cette main-là, elle s'est retrouvée avec un doigt, donc le pouce. Elle n'a plus jamais retrouvé la dame, même pour demander pardon, elle n'a plus jamais retrouvé la dame, jusqu'à aujourd'hui. C'est là où, puisqu'elle n'arrivait pas à dire la vérité, donc, il y a eu des membres de la famille qui se sont immobilisés pour aller voir chez les Noirs. Arrivé là-bas, chez le marabout a dit, ah, elle-même elle sait où, elle connaît son problème. Le problème que votre tante là a eu à faire, Madame Esther, elle avait volé l'argent, le marabout a expliqué textuellement comme je venais de vous expliquer. Et comme ça s'était passé. La famille retournée chez la tante. Ils ont eu à parler à la tante. Et elle a avoué que c'est vrai et tout. Donc elle est obligée d'aller chez le marabout en question, faire des soins pour que le dernier doigt là ne puisse plus partir. Mais elle a déjà tout perdu. Sa main là est restée vide. Pour moi, je dirais que la moralité de mon histoire est un bien mal acquis ne procure en rien. Lorsque tu sais que la chose ne t'appartient pas et surtout que l'autre est en train de créer, tu as vu la personne qui a eu à faire tomber la chose. Il faut rendre.
si ma tante avait rendu, c'est qu'aujourd'hui, elle devait être pour elle bien. Merci, c'était mon histoire. Vraiment, excusez-moi si j'ai mal narré. C'est la première fois. Merci, bonne journée à tous. Bisous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.